C'est ton droit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Règles, lois, recours. Enfin, un balado juridique simple à comprendre. C'est ton droit avec Maître Sophie Mongeon. Bienvenue pour un autre épisode de C'est ton droit, balado juridique interactif où vous faites partie de l'action. Donc, c'est pas uniquement d'écouter ou de partager. Vous pouvez même venir poser vos questions et échanger avec les invités. Donc, c'est le principe habituel. À chaque semaine, on a un thème qui nous permet d'explorer un sujet plus précis. Et cette semaine, on reçoit Maître Julie Couture, qui est avocate en droit criminel. D'ailleurs, vous pouvez peut-être la reconnaître de l'émission Les Justiciers à nouveau, donc qui est un genre de petite cour où effectivement les gens peuvent venir débattre de leur sujet et il y a 3 avocats qui vont juger de la cause. Donc, elle est ici aujourd'hui pour nous parler de son livre « Sois ton propre avocat », parce que comme moi, elle a l'intérêt et le goût de vous dire comment vous débrouiller seul. Parce que quand ça fait longtemps que tu es avocat ou avocate, les gens viennent te voir, puis souvent ils m'ont dit « Moi, je ne le savais pas ». Puis pour nous, dans le fond, ça nous nuit que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Fait que des fois, c'est important pour nous que vous connaissiez un peu ce que vous faites pour nous permettre de prendre la balle un petit peu plus tard. Donc, on va parler de droit criminel. Et également, j'ai un jeune étudiant en droit. J'aime beaucoup avoir des étudiants qui viennent avec nous parce qu'ils arrivent avec un œil différent. Ils ont des questions de néophytes. Ils ne savent pas trop non plus comment ça procède. Puis, en même temps, ça nous permet d'interagir avec les jeunes, leur donner de l'intérêt, de partager avec les citoyens leurs connaissances, puis justement bien s'impliquer dans le domaine juridique. Donc, il est étudiant en droit. Il va nous aider. Il va être le modérateur dans le chat de TikTok. Donc, si vous êtes en direct via la plateforme TikTok, vous pouvez venir poser vos questions pendant la prochaine heure. Et si vous nous écoutez en rappel sur les plateformes de Cube, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, sachez que vous pouvez préparer vos questions, nous les envoyer d'avance pour que les prochaines émissions, on puisse répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est ton droit de comprendre comment ça fonctionne, le domaine juridique, et on part avec tout ça en droit criminel. Alors, je vais inviter Julie Couture, notre invitée de la semaine, à venir discuter avec nous puis nous raconter un peu c'est quoi du droit criminel. Parce qu'entre vous et moi, je fais du droit social, droit du travail. Je connais pas tous les départements, alors c'est pour ça que c'est mon invité d'aujourd'hui. Salut, Julie! Bonjour, Maître Mongeon. Bonjour, Monsieur Daou. Bienvenue au balado. Merci beaucoup, Julie, Merci de l'invitation. d'être venue jaser ici à cet endroit. C'est un balado, justement, interactif où c'est bien important pour moi que les gens puissent poser leurs questions et qu'on puisse répondre à tout ça. Tu sais, on fait des cours souvent théoriques où on n'a pas beaucoup d'échanges, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi les préoccupations vraiment du citoyen. Puis ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Donc, toi, tu es avocate quand même depuis une vingtaine d'années. Hein? Mhm. Puis pourquoi tu as choisi de faire du droit criminel? À la base, j'ai toujours un intérêt pour l'actualité judiciaire et tout ce qui touche le milieu policier, ayant un père policier et ma mère travaillait dans le domaine juridique. Alors, c'était tout indiqué là, que je poursuive mes études en droit. J'ai fait mon bac en droit, mon barreau. Quelle université, toi? À l'Université du Québec à Montréal. OK, quand même. Et puis, je suis allée à ce moment-là faire un stage en droit criminel et j'ai adoré tout de suite. Là. J'avais quand même le désir de faire une carrière en droit criminel. C'est toi qui as choisi ou c'est le droit criminel qui t'a choisi? Parce que souvent, le stage va décider un peu qu'est-ce que tu fais C'était plus tard. vraiment une passion. Je suis une passionnée. Et puis, le droit criminel, là, tout ce qui entoure le droit criminel, la défense des gens, était dans mon background. C'est ça que je voulais faire. Fait qu'en plus d'avoir ton propre bureau d'avocat, Mhm. tu fais d'autres choses, justement, comme moi, pour partager ta passion. Donc, Effectivement. Et t'es je suis tout contente juste d'être ici. ici à Cube Radio parce que j'ai également été l'avocate du Journal de Montréal. J'ai été chroniqueuse au Journal de Montréal pendant quelques années où je vulgarisais dans des chroniques là, à l'aide des journalistes lorsqu'il y avait... Bonjour tout le monde! Lorsqu'il y avait des sujets qui touchaient la cour criminelle à ce moment-là, je vulgarisais là, dans peu de mots. J'avais une colonne attitrée où je pouvais expliquer le droit criminel. Fait que, donc, tes débuts dans le Journal de Montréal, puis aussi les justiciers, tu fais ça depuis combien de temps? Ça va faire, on est en train de tourner la 6e saison des Déjà? Justiciers. Oui, effectivement, ça va vite. Là, ce que vous avez vu à la télé, c'est la 4e saison. OK, parce que c'est enregistré d'avance. OK. Puis je sais que tu as une autre passion aussi qui est vraiment plus personnelle. Tu fais d'autres sortes de balados aussi. C'est vrai, je suis également co-animatrice du podcast Grain d'espoir, un podcast qui parle de la dépendance. Ayant moi-même un problème de dépendance à l'alcool, j'ai arrêté de consommer de l'alcool là,
bientôt, ça va faire 7 ans au mois de juin. Alors, c'est Grain d'espoir, vous pouvez aller voir ça également. Tout est fantastique. C'est à ton honneur. Julie, je vais te poser une question tout de suite parce que c'est une question qui revient souvent quand on fait du droit criminel. C'est quoi comme la cause la plus importante que tu as faite en droit criminel? J'en ai plusieurs. J'aimerais ça vous parler de la cause que j'ai fait récemment, mais je veux pas identifier personne, alors je vais faire attention à ce que je peux dire. Mais c'est sûr que quand ça touche l'humain ou quand ça touche là, un crime contre la personne, ça vient me chercher, c'est sûr. Même si l'accusé a le droit à une défense pleine et entière, quand il y a de la souffrance derrière le crime, c'est sûr qu'on n'aime pas ça parce que quand on se fait arrêter par la police, c'est souvent parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Il y a un système de droit qui existe, il y a la présomption d'innocence, il y a la défense pleine et entière, mais le fardeau de preuve appartient toujours à la poursuite. Alors, mon travail, c'est de s'assurer que la poursuite réalise son fardeau de preuve, puis souvent, ça se fait par une preuve, que ce soit matérielle ou par témoignage de personnes qui se disent plaignantes d'un crime ou plaignants. Et à ce moment-là, c'est ça qu'il faut voir, là. Tu sais, on peut pas savoir qui dit vrai, hein? C'est pas le rôle d'un tribunal, mais on a à défendre notre client ou notre cliente qui nie avoir commis l'infraction ou qui reconnaît avoir commis l'infraction, puis à ce moment-là, on va plus y aller au niveau de la sentence. As-tu déjà refusé un dossier? Oui, ça m'arrive de refuser des dossiers, des fois par manque de temps ou plus particulièrement parce que c'est un genre de dossier qui ne m'intéresse pas du tout, là. Comme on peut dire, là, des introductions par infraction, c'est pas le genre de crime là, que je voudrais défendre. Non, pas vraiment. Puis toi, Antoine, justement, tu es un jeune étudiant en droit, OK? Pourquoi tu as décidé, premièrement, d'aller en droit? D'abord, bonsoir, Maître Mongeon. Merci Bonsoir. beaucoup pour l'invitation. Pourquoi j'ai décidé d'aller en droit? C'est à la suite, en fait, de différentes expériences que j'ai eues, en fait, dans la vie de tous les jours. J'ai réalisé que les choses n'étaient pas justes, puis j'avais envie de faire une différence, puis d'avoir un impact sur la vie des individus. Et c'est justement ce qui m'a mené aussi à mon intérêt pour le droit criminel, d'autant plus que j'ai vécu un petit peu là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Mon père était dans le domaine. En tant que juge à la Cour du Québec, j'ai eu la chance justement de beaucoup en discuter. Puis par la suite, ça a été comme une vocation. Je me suis senti attiré par le droit et tout ce qui était au niveau de la protection des intérêts de chacun et d'une justice pleine et entière, là, ça a été vraiment fondateur dans mon idée en droit à l'Université de Montréal. Parfait. Fait qu'Antoine, c'est le modérateur dans le chat de TikTok aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, c'est lui qui va les identifier, puis on va essayer de répondre à tout ça. Fait qu'on va regarder vite. Est-ce qu'on en avait des questions, Antoine, pour commencer, ou on explique un petit peu plus là, les questions de base? On pourrait commencer avec les questions de base, je crois, puis ensuite on tombera dans les questions du public. Il y en a Parfait. quand même quelques-unes déjà que j'ai pu noter, là, très intéressantes, des beaux sujets à venir. Parfait. Donc, une des questions, Julie, qui revient tout le temps, là, puis qu'on me pose, puis moi, je connais pas la réponse à ça, là. Les avocats, c'est un peu comme des médecins. On est spécialisé dans une branche en particulier. Julie est cardiologue, moi, je suis orthopédiste. Fait que si on me pose une question au niveau du cœur, je connais grosso modo la réponse, mais je connais pas toutes les réponses. Puis une des questions qu'on me pose tout le temps, c'est « Je me fais arrêter par la police. Est-ce que je suis obligée de répondre aux questions? » On a toujours le principe, hein, de la Charte canadienne des droits nous protège et nous indique qu'on a le droit de garder le silence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le droit de garder le silence? C'est qu'en cas d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Par contre, vous devez vous identifier par votre nom ainsi que votre date de naissance pour permettre aux policiers de faire des vérifications à votre sujet. Vous avez l'obligation de vous identifier, mais pour le reste, vous avez le droit de garder le silence. Alors, vous pouvez simplement dire « Je vais garder le droit au silence ». Fait que je me fais arrêter. Là, on me Je vais dit- garder mon droit au silence plutôt. Donc, je me fais arrêter par la police. Puis là, il dit, bon, ben papier, matriculation, permis de conduire, ça, je suis obligée de le donner. Oui. Je suis obligée de donner mon bonjour, je me présente, mon nom est Sophie Mongeon. Oui. Je suis obligée de donner quoi d'autre? Date de naissance. Ma date de naissance. Les identifications, permis de conduire et matriculation, C'est ça. preuve d'assurance. Les policiers vont vous demander ça. Et là, à ce moment-là, s'ils vous demandent d'où tu viens, qu'est-ce que tu as consommé, vous avez le droit de garder le silence. C'est vrai. Puis Oui. si je dis rien, justement, C'est correct. c'est correct. C'est votre droit. Qu'est-ce qui... C'est ton droit. Oui, exactement. Bon. Puis qu'est-ce qui peut arriver de ça? C'est quoi les options? Les options. Ben, dans le sens que moi, je réponds, puis là, il me dit, je donne mes papiers, je m'identifie, tout ça. Là, il prend mes papiers, il s'en va dans son auto, faire quelques vérifications. Moi, j'ai pas de mandat d'arrestation, j'ai rien, fait que je me sens comme sécure. Puis après ça, il me dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Je vais garder le silence. Mais peux-tu m'arrêter pour ça? Non. Peux-tu m'embarquer? On ne peut jamais arrêter quelqu'un parce qu'on désire garder le silence. C'est votre droit. Ça peut pas vous être reproché par la suite.
Mais disons là, que j'ai les yeux rouges là, ou que je sens un peu l'alcool. Tout à fait. Les policiers ont le droit de poser des questions pour acquérir leurs soupçons, hein, pour voir s'ils ont des soupçons raisonnables de procéder à votre arrestation, par exemple, dans un cas de conduite avec les facultés affaiblies. Et si vous répondez aux questions ou si vous avez l'ordre de répondre aux questions, à ce moment-là, ces réponses-là sont valables juste pour les fins de motif, ne peuvent pas faire preuve de leur contenu. Ce qui veut dire... Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui veut dire que c'est toujours préférable, en présence des policiers, de garder le silence et d'avoir votre droit à l'avocat, c'est-à-dire, sans délai, de pouvoir communiquer avec un avocat ou une avocate pour, à ce moment-là, connaître vos droits en cas d'arrestation. Fait qu'avant que je souffle, j'ai le droit de demander. Par exemple, dans ce cas-là, en matière d'alcool au volant, vous avez le droit de demander de parler avec votre avocat, oui. Fait que là, je t'appelle parce que Oui. j'ai eu une erreur de jugement. Je le sais que peut-être j'ai bu un petit gin tonic de Ouais. trop. Je me fais arrêter. Là, la police me demande mes identifications. Je réponds tout ça. Et puis là, il me dit « D'où viens-tu? » Ouais. Je suis pas obligée de répondre. Exactement. Je vais vous dire, vous avez le droit de garder le silence. Puis là, il dit « Ben là, écoute, vous sentez l'alcool. J'aimerais ça que vous sortez puis que vous faites les tests. » À ce moment-là, le policier va vous donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine. Peut-être t'es obligé. Oui. Parce que si vous le faites pas, vous allez être accusé de refus d'obtempérer. C'est une accusation supplémentaire. OK. Donc, j'ai le droit de garder le silence, mais si on me demande de souffler, je suis obligée de le faire. Oui. Vous avez le choix de refuser, mais il y a une accusation supplémentaire. OK. Puis, si je refuse, de toute façon, ils vont saisir mon auto pareil. Une présomption en leur faveur. En refusant, oui, vous êtes présumé avoir soufflé plus que le double, ce qui fait en sorte qu'il y a une suspension de la voiture ainsi que du permis de conduire. Puis, disons, je me fais arrêter, puis là, on me dit, on me pose des questions, puis je dis, je préfère garder le silence. C'est quoi les. Puis, j'ai pas consommé, j'ai pas d'euro, rouge, j'ai rien. Et c'est quoi les options? Qu'est-ce qu'il peut faire, le policier? Le policier a le droit d'user de ces techniques d'interrogatoire, hein, peut à ce moment-là continuer à vous interroger malgré votre désir de ne pas faire de déclaration, garder le silence à ce moment-là, peut continuer à vous poser des questions et vous répéter sans arrêt « Je désire garder le silence, je désire garder le silence ». Puis c'est tout. Puis là, il peut vous relâcher. Bien, il n'y a comme pas le choix. S'il n'y a rien contre toi, il te relâche. Exactement. À moins d'avoir une preuve contre vous, ils peuvent procéder à votre arrestation et vous libérer sur le champ. Ou dans des cas un petit peu plus graves, ils peuvent vous convoquer au poste de police parce qu'ils ont un mandat d'arrestation, parce qu'ils ont des accusations. Et là, à ce moment-là, ils veulent vous soutirer un aveu, hein, en vous faisant parler, puis ils peuvent vous interroger pendant 2, 3, 4 heures. Et Maître Couture, en fait, on a une question dans le chat qui provient de Pink 187 qui nous demande est-ce que le passager est obligé de. Pink 187, là, ça, c'est. C'est les pseudonymes de nos abonnés sur TikTok. Est-ce que pas le copilote, pardon, le passager est obligé de s'identifier? En présence des policiers, si les policiers demandent de s'identifier, il faut s'identifier. Okay. Sinon, on pourrait être accusé d'entrave à un agent de la paix, puis on veut pas ça. Alors, on doit s'identifier. Même les passagers arrière? Oui. Si les policiers demandent de s'identifier, vous avez l'obligation de vous identifier. Est-ce que c'est le cas également pour les enfants? Oui. OK. Les policiers ont le droit de poser des questions pour l'identification puis s'assurer qui sont ces personnes-là. Excellent. Puis on a aussi une autre question qui a été posée dans le chat par Ed, en fait, plus tôt. Par rapport au profilage racial, je vais juste la contextualiser un petit peu, là. On se demande, en fait, si vous avez déjà observé une certaine forme de discrimination raciale, justement, au niveau du système policier. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on conteste un ticket de profilage racial? Il y a plusieurs contestations qui peuvent être faites. C'est du cas par cas. Il faut évaluer chacun des cas. C'est pas parce qu'on parle de profilage racial que nécessairement c'est le cas. Je pense que tout le monde essaie d'éviter ça, hein. On veut pas se faire accuser de profilage racial, mais c'est à évaluer du cas par cas. Puis à ce moment-là, on peut contester en faisant des requêtes. Si c'est le cas, c'est à évaluer. Comme je vous dis, c'est du cas par cas. J'ai une autre question ici de Dennis The Burn. Salut, Dennis. J'adore ces pseudonymes-là qu'on retrouve sur TikTok. Il me dit, est-ce qu'ils peuvent fouiller la voiture sans mandat? Donc, justement, encore, je me fais arrêter, je m'identifie, tout le kit, là, je garde le silence, puis je dis, écoutez, monsieur l'agent, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Et là, il s'étire, puis là, il boit dans mon auto quelque chose qui a de l'air bizarre ou un sac douteux, là. Est-ce qu'il peut me demander de fouiller mon auto? Comment ça procède, ça? Les policiers peuvent faire ce qu'ils veulent, dans un sens. Est-ce qu'ils ont droit? C'est à déterminer, toujours encore une fois, par du cas par cas. Ça peut devenir une fouille abusive. Par contre, s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que, par exemple, un cadavre dans le coffre, ils sont autorisés à le faire. Mais sinon, s'ils n'ont pas les motifs raisonnables de le faire, par l'urgence, il va falloir qu'ils obtiennent un mandat de perquisition. Mais à ce moment-là, ça peut devenir une fouille abusive. Mais ils vont être autorisés à le faire si c'est à la plain view. Ce qu'on appelle le plain view, ils vont être autorisés à saisir. Là, s'ils voient
Un fusil sur le... Exactement. OK. Justement, un monsieur qui s'appelle The Guy from Montreal qui dit « Oh my God, mate, you represented one of my cellmates. » Tu as représenté une de mes... Ah oui? Puis tu as été une excellente avocate, alors... Merci. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute, tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a beaucoup de monde dans le chat ce soir. C'est vraiment le fun. C'est un sujet qui est bien populaire. J'ai une question ici de... Ah oui, puis un autre qui me dit Bloom. Il dit Matt Couture, c'est ma préférée avec des gros cœurs. Ah, merci. Il y a une question dans le chat également de Del Giard qui nous demande est-ce qu'on peut demander au policier de s'identifier et si oui, est-ce qu'on peut le filmer également pendant la procédure? On a un gros questionnement à ce niveau-là, puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Vous savez, moi, je suis une avocate de la défense. Dans ce cas-ci, je vais défendre le policier qui veut travailler. Faut pas oublier que les policiers font un travail remarquable. C'est dur. C'est dur. Ils travaillent sur des corps de travail pas évidents. Ils ont des familles aussi. C'est des gens qui ont cette vocation à cœur. Fait que c'est sûr que quand on fait notre travail puis qu'on a un iPhone dans la face, là, c'est pas évident de poursuivre. Mais je comprends le citoyen qui veut se protéger. Puis mon devoir, c'est de vous protéger contre l'abus policier, contre les arrestations illégales, contre le non-respect de vos droits. Mais généralement, on peut présumer que les policiers font très, très bien leur travail. Puis à ce moment-là, ça, faut le noter. Par contre, si vous pensez dans une injustice ou quoi que ce soit, ben vous êtes autorisé à filmer, vous êtes dans un endroit public, puis vous avez le droit de filmer une arrestation. Puis par ailleurs, ça va nous aider pour qualifier l'arrestation, puis à ce moment-là, avoir une preuve beaucoup plus directe que par un témoignage, par exemple. Justement, tu sais, on est en... Et je pense que les policiers aimeraient aussi filmer. Fait que ça va de part et d'autre. Les policiers, c'est toujours une question de budget, pourraient eux-mêmes avoir des caméras sur eux pour, à ce moment-là, se défendre parce que ça peut être des allégations mensongères qu'on allègue à leur égard et vice-versa. Il y a de plus en plus, je pense qu'aux États-Unis, en tout cas... Il y en a plusieurs qui ont des caméras. Maintenant des caméras qui filment en temps continu, tout le temps, pour s'assurer de protéger le citoyen et le policier en même temps. Est-ce que tu considères que c'est une bonne idée et que ça devrait être ici tout le temps? Ça devrait être ici pour protéger. Pourquoi? Ben, c'est une question de coût, probablement. Oui, mais des fois, ça évite d'autres coûts, d'autres poursuites, de l'incompréhension. Dans tout système, il y a des frais, on a des choix à faire au niveau de l'État. Je pense qu'ici, par exemple, à Montréal, il y a des coûts afférents, tout ça. Alors, c'est un choix, mais éventuellement, probablement que ça va être quelque chose qui va être recommandé et qui est envisageable pour tout le monde. Là. Puis, donc, OK. Donc là, on se fait arrêter. Puis quand vous dites que vous avez le droit d'appeler, où c'est que les gens appellent? Tu sais, moi, je te connais, je t'appelle. Bon, 514-avocate. Je te connais par cœur ton numéro de téléphone. Moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité. Je suis là pour répondre à vos questions. Mais les policiers ont le devoir, dans leur petite carte des droits, ils vont vous faire la lecture, puis ils vont vous offrir 2 numéros de téléphone, qui est le numéro du Barreau du Québec, ainsi que le numéro de l'aide juridique. Alors, peu importe vos moyens, vous avez accès 24 heures sur 24 à un appel à un avocat et c'est gratuit. Alors, quand vous êtes en état d'arrestation, je vous recommande fortement de vouloir parler avec un avocat, même si vous n'avez rien à vous reprocher. C'est important d'utiliser votre droit à l'avocat. OK. Donc, si vous avez un avocat, ben appelez l'avocat de votre choix. Vous avez le droit d'avoir votre avocat. Sinon, il y a un numéro sans frais de l'aide juridique. Là. Tout à fait. Ainsi qu'un numéro de. C'est quoi le numéro? C'est quoi? Trouve-moi le numéro de téléphone de l'aide juridique, le numéro de téléphone général. Mais c'est vraiment important d'appeler à ce numéro-là qu'en cas d'arrestation. C'est ça, en cas d'arrestation. C'est un numéro pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas éligible à l'aide juridique, vous pouvez appeler là. Comme service de référence, mais c'est plutôt quand on est en état d'arrestation. Une autre personne qui vient dire, Lauria, Julie is an awesome lawyer. Elle m'a représentée dans le passé. Ah! Il y a de l'amour dans le chat ce soir. Hey, vous savez qu'en 22 ans, j'ai représenté beaucoup de personnes. Alors, je suis contente de vous avoir représenté. J'espère que vous avez été satisfaite de mes services. Bien, clairement, parce que je pense que ces personnes-là ont toute leur liberté. Bon, une fois qu'effectivement, on se fait arrêter, puis on a des problèmes juridiques, moi, ce que je comprends pas, Julie, si moi, je le comprends pas, puis je suis avocate, les gens ne doivent pas comprendre la distinction non plus. Il y a ce qu'on appelle être poursuivi pour acte criminel versus infraction sommaire. Puis je comprends pas qui choisit quoi puis pourquoi. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. À ce moment-ci, c'est un choix du poursuivant. Normalement, on va toujours être poursuivi par infraction sommaire quand c'est un petit crime parce que le code criminel le prévoit. Il y a un crime qui a été commis dans un délai de moins d'1 an, on peut poursuivre par infraction sommaire. Si ça dépasse le 1 an, parce qu'on sait que des fois, c'est difficile de porter plainte, par exemple, contre un agresseur, puis on va attendre des années, on va préférer être dans le silence, là, puis ne pas dénoncer
le crime, à ce moment-là, ça peut être poursuivi par acte criminel parce que le délai de 12 mois est dépassé. L'accusation sera par acte criminel. Mais normalement, quand c'est un crime grave ou que c'est par juge ou jury ou avec la tenue d'une enquête préliminaire, les procureurs, c'est un choix, vont accuser par acte criminel. Puis il y a des cas spécifiques où ça va simplement être par acte criminel. Par exemple, meurtre au premier degré, meurtre au deuxième et plusieurs autres qui sont simplement accusés par acte criminel. Puis tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Qu'est-ce qui me permet de choisir? C'est le procureur qui Juge ou choisit. jury? Juge et jury. Ouais. Bien, ça dépend. On peut décider d'être jugé par un juge seul. Il y a plusieurs critères, mais juge seul ou juge devant jury. Si c'est par acte criminel, on a la possibilité d'aller à la Cour supérieure aux assises, être jugé par un juge et 12 personnes membres d'un jury. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Disons que j'ai fait un crime quelconque. Donne-moi un crime là, que j'aurais pu faire. Bien, c'est sûr que quand la personne est accusée, ça coûte des frais, se défendre. C'est pour ça que j'ai écrit le livre « Sois ton propre avocat ». C'est là si où on n'a on pas les voulait en moyens de se payer un avocat. Par contre, 10 secondes, je vais vous le montrer. Sois ton propre avocat. Ouais. C'est un livre que tu as écrit à quel moment, ça? J'ai écrit ce livre-là pendant la pandémie, puisque avant la pandémie, il y a l'arrêt Jordan que vous avez possiblement entendu qui parle des délais. Et on dit justement par procédure sommaire, le délai est de 18 mois, tandis que par acte criminel est de 30 mois. Et je voyais des gens se représenter seuls devant les tribunaux et ça ralentissait le travail des juges en salle de cour. Et je me suis dit, il n'y a rien qui explique aux gens comment se défendre seuls. Exact. Alors, j'ai écrit avec l'aide de mon équipe le livre « Sois ton propre avocat » qui démystifie un peu le droit criminel puis qui explique de A à Z la procédure de l'arrestation au procès ainsi qu'au verdict et s'il y a un verdict de culpabilité, des choix possibles pour la sentence. Alors, ça ne remplace pas une consultation avec un avocat. C'est important de se prévaloir de son droit à l'avocat puis d'être représenté par avocat. Mais si on n'a pas les moyens ou si on n'est pas admissible à l'aide juridique, alors ça peut être accessible à tous. Le coût est de 19, je pense, 99 et je remets tous les profits à la Maison d'Ariane, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Tu sais que c'est un sujet qui est bien important pour nous au bureau. La semaine passée, dans le balado C'est ton droit, j'ai reçu M. Yves Imbeau, dont sa fille est décédée d'un féminicide. Donc, on est en train de mettre sur pied toute une grosse association là, pour aider justement là, les femmes de violences conjugales. Faut pas accepter ça, hein? Jamais. Antoine, as-tu trouvé le numéro de téléphone? Oui, Maître Mongeon, c'est le 1-800-842-2213 pour rejoindre l'aide juridique. Oui, c'est ça. Pour rejoindre l'aide juridique en cas d'arrestation pour un quelconque motif. Excellent. OK. Donc, à ce moment-là, le DPCP va choisir c'est quelle sorte d'acte qui m'inculpe d'une infraction criminelle ou d'une infraction sommaire ou un acte criminel. Puis, à partir de ce moment-là, ça prend combien de temps entre l'accusation, disons, puis avoir accès à un procès, là? Ça peut prendre du temps parce qu'il y a quand même la divulgation de preuves qui doit être faite, mais pour revenir juste un petit peu avant avec le procès devant juge et jury, les frais d'avocat pour sélectionner un jury, c'est long. Sélectionner un jury, c'est des journées d'audience, fait que ça l'ajoute à la facture des avocats quand on choisit un procès devant juge et jury. C'est coûteux. On peut parler d'un minimum 2 semaines de procès pour faire le choix d'être jugé devant un juge et un jury. Juste 2 semaines pour le mettre en place. Bien, pas nécessairement le mettre en place, mais au moins choisir. Tu sais, c'est beaucoup plus de travail que devant un juge seul. Alors, la période s'allonge, puis à ce moment-là, quand il y a des délibérations, si le jury délibère pendant 5 jours, par exemple, on doit être au palais de justice ou en tout cas tout près du palais de justice dans les 5 jours. Puis c'est-tu n'importe quelle cause qui peut être entendue devant le jury ou c'est des causes? Les causes de meurtre vont être jugées exclusivement par juge et un jury, à moins de faire le choix là, par consentement. Mais généralement, on peut choisir, moindrement que c'est par acte criminel, on peut faire le choix devant juge et jury, mais encore là, ça a des coûts. Puis c'est 12 personnes qui décident du verdict. Des fois, c'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est l'accusé qui décide de son choix. Et par rapport au délai, en fait, il y a une question qui a été posée. Après combien de temps est-ce qu'on est supposé avoir des nouvelles suite à une accusation? Est-ce que c'est notre avocat qui va nous mettre au courant? Est-ce que c'est la cour qui nous appelle directement? Je sais que présentement, les délais sont longs, les délais préinculpatoires. Il y a beaucoup de coupures un peu partout, on le voit. Mais à ce moment-là, c'est vraiment d'attendre l'arrestation. Les policiers, ils vont dossier par dossier. Puis à ce moment-là, quand ils sont rendus à votre dossier, ils vont procéder à l'arrestation. Le dossier est soumis à un procureur de la couronne de chaque district dans chaque ville où le crime a été commis. À ce moment-là, ça ajoute des délais.
Et si, par exemple, on se fait arrêter aujourd'hui puis la date de comparution, elle est au mois d'avril, ben on attend la date de comparution. Fait que c'est un peu la date de comparution qui fait le point de départ là, du processus judiciaire. OK. Merci. Puis, donc effectivement, une fois que tu es accusé, puis tu as un dossier, puis tu es retrouvé coupable, souvent, il va y avoir, comme j'entends parler de la Cour fédérale, non, pardon, la prison fédérale puis la prison provinciale. C'est quoi la distinction entre les deux? Ben, c'est sûr que quand on fait un procès, on veut être acquitté, hein, Oui. on veut avoir le doute raisonnable, ce qu'on appelle dans le fardeau de preuve. Mais si on est déclaré coupable, à ce moment-là, on a un choix de sentence. Ça peut aller de l'absolution qui fait qu'on est réputé ne pas avoir de casier judiciaire jusqu'à une peine de prison fédérale qui est un emprisonnement dans un pénitencier pour une peine de 2 ans et plus. Quand on dit 2 ans et plus, c'est 2 ans plus un jour, tandis que 2 ans moins un jour, on tombe dans une prison provinciale. Puis, j'imagine, c'est moins. Les crimes sont plus légers en provincial. C'est Mais moins la rock'n'roll, gravité c'est ça, du la crime, elle gravité. est là, hein, parce que quand on va en prison, c'est parce que le crime est grave, que ce soit 2 moins 1 ou 2 plus 1, c'est grave. Mais à ce moment-là, quand on parle d'une peine de pénitencier, c'est parce que le crime mérite une peine de 2 ans et plus. J'ai entendu parler, puis là, prends-moi pas au mot, là, mais c'est vague un peu, puis j'aurais dû prendre des notes, puis j'ai oublié. Il y a un nouveau système de CRIM, c'est pas des accusations criminelles comme telles. Il y a une façon de passer à côté sans dossier judiciaire. Tu sais de quoi Il y a je des parle? mesures de rechange qui C'est vont ça, être des faites, mesures de des mesures de rechange. rechange au niveau du système, par exemple, de la déjudiciarisation de certains dossiers. Par Il y a exemple, des beaux programmes aussi qu'on a implantés, que ça fonctionne très bien. Par exemple, le PMRG, je pense au PAGSM également, qui sont des programmes en santé mentale. Oui. mais disons, par exemple, tu sais, moi, j'ai pas d'antécédent, rien. Je fais un crime, mettons, je vole une paire de jeans, là, dans un dans un dans un magasin, là, OK? Et puis, tu sais, j'ai pas vraiment de gros dossier, rien. Est-ce que je pourrais passer par un de ces programmes-là, on the side, là? Oui, tout à fait. Oui. Puis, c'est qui décide de ces programmes-là? C'est-tu moi qui dis: «Écoute, je voudrais faire partie de ce programme-là»? Merci pour les cœurs, hein, les gens dans le chat. C'est-tu moi qui décide que je voudrais faire partie de ce programme-là ou c'est le DPCP Ça peut qui être décide? proposé par le Ou DPCP. l'avocat? On vous offre la possibilité, mais à ce moment-là, si on va vers ce programme-là de déjudiciarisation, il n'y aura pas moyen de défense. Alors, on ne pourra jamais nier avoir fait ça ou pas. Fait que dans le fond, On on n'est admet pas qu'on l'a fait, mais on reconnaît pas, mais on admet qu'on est éligible au programme puis on veut y aller parce qu'on évite un processus judiciaire. OK, mais On va sélectionner ce programme-là pour des petites causes, comme vous parlez, une paire de jeans, par exemple. OK, puis dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sera pas accusé au criminel. Mais j'ai-tu une punition quand même? Il y a quand même une petite tâche. On va savoir que vous avez déjà bénéficié d'une déjudiciarisation. OK. On va pas vous en permettre plusieurs paires de jeans. Non, Non. pas de T-shirt, Ne pas de faites pas lunettes, ça. c'est Non, ça, c'est non, ça. c'est ça, une seule Et c'est fois. pas automatique, c'est toujours du cas par cas. Puis la différence entre le gouvernement, pardon, le provincial et le fédéral, en fait, est-ce que les conditions sont différentes au niveau de comment on vit au sein de la prison? Est-ce que il y a des distinctions qui vont se voir ou c'est vraiment une question de longueur, de durée de la peine, en fait? Durée de la peine, à ce moment-là, les libérations conditionnelles vont être un petit peu différentes. Les programmes également vont être différents. Très intéressant. Et le lieu, hein, parce qu'on n'a pas des pénitenciers, des prisons dans tous les lieux, là. Je pense notamment au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Puis il y a des pénitenciers à sécurité minimale, des sécurités médium, des sécurités maximales. Mhm. Puis on se questionne aussi dans le chat par rapport à tout ce qui est des possessions des individus puis les biens des individus. Qu'est-ce Oui. qui se passe après, si l'individu se retrouve dans un pénitencier fédéral pour une période relativement longue, qu'est-ce qui se passe des biens, des possessions de l'individu? Les biens commis, parce qu'il y a toujours des biens fractionnels qui vont être saisis au profit de l'État. Si à ce moment-là, la personne purge une peine de 6 ans, va prendre les moyens raisonnables pour s'occuper de ses biens en son absence. Il y a des gens qui vont s'occuper de ses biens ou ils vont tout perdre pour mieux se retrouver à leur sortie de prison. Parfait. Puis, justement, une fois que tu as un dossier criminel, une autre question qui me revient régulièrement, on appelle ça une demande de pardon. Je sais que ça c'est plus le bon terme, là, mais Suspension, exactement. suspension de casier. Mais comment qu'on peut faire ça? Dans quel moment? Puis Il faut est-ce faire que attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là. Puis Oui! souvent, j'entends des mauvais services. Alors, c'est important d'avoir le bon service.
pour faire la demande. Vous pouvez le faire seul. C'est un processus qui est quand même très chargé au niveau administratif parce qu'il y a plusieurs démarches à faire pour faire des demandes dans les palais de justice ainsi que dans les postes de police pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dossiers en cours. Et à ce moment-là, c'est très administratif. Il faut remplir des formulaires, des raisons pour lesquelles on veut avoir une suspension de casier. Ça prend un délai, bien évidemment, et un certain délai d'attente avant la fin de la commission d'infraction. Alors, si on commet un crime puis on est déclaré coupable aujourd'hui, puis qu'on a une peine, par exemple, de 3 ans de probation, le délai pour obtenir la suspension du casier judiciaire va partir après la fin de la sentence. Alors, c'est important de bien calculer. Fait que souvent, les gens vont nous consulter pour savoir leur éligibilité et il faut calculer à la fin de la sentence. Alors, on parle de 5 ans pour une infraction sommaire après sentence et 10 ans pour un acte criminel. Fait qu'il faut t'attendre 10 ans après ton acte criminel pour... Tout à fait. Parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui appellent puis vont dire hey, « Sophie, je peux-tu aller aux États-Unis si j'ai un dossier criminel? » Moi, je sais pas quoi leur répondre à ça. La réponse Moi est non oui, plus. est non. Je ne sais pas. Il y en a, là, ils vont me dire « Mon cousin, lui, est allé puis il n'y a pas eu de problème. » Mais tu sais, moi, je peux pas me porter garante si tu te présentes aux douanes puis effectivement, tu as eu une demande de pardon ou tu as encore un dossier si le gouvernement américain va te laisser rentrer ou non. Là. Effectivement. Mais souvent, on va entendre que pour l'alcool au volant, les gens ne seront pas refusés immédiatement d'aller aux États-Unis. C'est un crime que les États-Unis n'interdit pas l'accès, par exemple. Ah, parce qu'il y a des crimes en particulier que les États-Unis vont refuser l'accès. OK. Tout à fait. Comme la possession de drogue ou un crime contre la personne, les policiers vont refuser l'accès. C'est quand même discrétionnaire et on peut demander ce qu'on appelle un waiver pour faire cette demande-là, pour se permettre d'aller aux États-Unis, même si on a un casier judiciaire. Puis dans le cas d'une récidive, on a une question qui se questionne en fait par rapport à si j'ai une deuxième arrestation pour une ivresse au volant ou quoi que ce soit du genre, est-ce que je vais en prison? Écoutez le balado Grain d'espoir. Oh. Arrêtez de boire. C'est la clé numéro 1. Est-ce que ça peut nous amener à une peine de prison justement? Et si oui, est-ce que le fait que ce soit une récidive, ça peut nous empêcher justement de se rendre aux États-Unis? La récidive peut empêcher d'aller aux États-Unis, mais je ne pense pas que ce soit un obstacle à y aller au niveau de la récidive. Et au niveau d'une récidive en matière d'alcool au volant, tout dépendamment si ça fait 20 ans puis on fait une récidive, c'est pas traité de la même manière, mais si c'est un court délai, on parle d'une peine d'emprisonnement minimale, oui, de 30 jours. Puis quand on fait notre demande... Une suspension plus longue, puis plus qu'on accumule les antécédents judiciaires, plus qu'on peut penser à avoir une machine d'ivresse-mètre à vie dans sa voiture. Ça se fait à vie, c'est rendu très... ça a toujours été sévère, mais c'est encore très sévère parce que la Société de l'assurance automobile du Québec fait beaucoup de prévention pour éviter l'alcool et la conduite. Et à ce moment-ci, va faire des évaluations plus approfondies de chaque individu pour s'assurer qu'il ne soit pas un risque de récidive. Puis ils peuvent exiger l'installation de la machine ivresse-mètre pendant les procédures et ainsi qu'après. C'est eux qui ont le dernier mot. En tout cas, on est loin dans mon temps. Quand j'étais jeune, on n'était même pas obligé d'avoir de ceinture de sécurité, puis tu pouvais conduire avec une bière. Mais là, on est en 2026 et il faut éviter de boire et de conduire. Absolument, absolument. Puis là, justement, pour terminer sur la demande de suspension, on m'a arrêté de dire demande de pardon, mais c'est le terme, le jargon habituel utilisé. C'est-tu vrai que ça fait disparaître ton dossier ou pas vraiment? Ou... Oui, tout à fait. Sauf que le dossier peut être réactivé en cas de récidive. Alors, si on commet une nouvelle infraction... J'ai une infraction sommaire. Je suis condamnée à des travaux communautaires. Donc, j'ai quand même un dossier criminel. Oui. Je veux faire... Ça prend 5 ans avant que je fasse ma demande de pardon. Après l'exécution des travaux communautaires. C'est ça. Quand j'ai tout fait mes travaux communautaires à la fin... Là, j'attends 5 ans, là, je peux faire ma demande de suspension de casier. Donc, en principe, mon dossier, il s'en va où? Y a-t-il quelqu'un qui a accès pour le voir? Ou... Parce qu'on me disait que souvent, c'était théorique, finalement, parce qu'il est encore disponible. C'est pas théorique, il est encore disponible au niveau de certaines personnes, mais au niveau public, on n'aura pas accès au plumitif criminel et pénal. Ce ne sera pas indiqué. La suspension va être effacée à ce moment-là du système. C'est sûr que les corps policiers vont toujours avoir ces informations-là, mais ça ne vous empêchera pas, par exemple, d'avoir un emploi puisque l'information ne sera pas disponible, à moins d'avoir un emploi spécifique où on va vous demander d'avoir une bonne conduite. L'information peut quand même sortir au niveau du passé. Par contre, on peut se fier qu'une suspension du casier judiciaire emmène une demande de pardon, puis c'est très bien, puis il faut le faire. Si vous avez des casiers judiciaires qui traînent, là, faites-les effacer, c'est important.
Il y a une question dans le chat qui nous demande en fait si c'est possible de travailler dans la justice avec un casier judiciaire et si on fait justement la demande de pardon, est-ce que ce serait possible à ce moment-là? Oui, tout à fait. J'ai l'excellente, justement, il y a 2 semaines, il y avait un gros débat ici, qu'il y avait un bureau d'avocats refusé d'engager une Oui. personne. Justement, ici, chez Cube, on en a parlé beaucoup, qui Mm. avait empêché une personne qui avait refusé de l'engager clairement parce qu'il y avait un dossier criminel pour pédophilie. Puis à ce moment-là, ils ont été condamnés par le Tribunal des droits des personnes à une amende de 5 000 Mhm. parce que c'était clair que c'était la raison pourquoi ils ne l'avaient pas engagé. Puis il y a une présomption dans la charte de l'article 18.2 que tu ne peux pas empêcher d'engager une personne parce qu'elle a un dossier criminel, à moins que ça soit vraiment relatif à son travail. Là. Tu sais, comme justement dans une garderie ou dans ces circonstances-là. Puis est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on serait inscrit sur la liste pas des agresseurs, mais Des comme délinquants des sexuels. délinquants Ça sexuels existe. pour C'est quoi à ce vie registre-là? ou Excellente question. En fait. Excellente ça vient question. du chat, c'est pas moi. Ben prends le crédit. OK. Alors, quand on est condamné à une infraction en matière de crimes sexuels, on va être sur un registre un certain nombre d'années. On peut penser à 10 ans, 20 ans. On a déjà vu à perpétuité également. Où C'est la- qui décide ça, justement? c'est le code criminel qui prévoit des peines spécifiques, des délais spécifiques, et le juge c'est pas nécessairement discrétionnaire, il doit ordonner à ce moment-là la mise, le nom là, sur le registre des délinquants sexuels, qui n'est pas public en passant, mais il y a des projets de loi actuellement en cours qui veulent le rendre public. Alors ça va être à débattre à un moment donné. Mais pour l'instant, il y a plusieurs noms d'inscrits sur le registre des délinquants sexuels au Québec. Et croyez-vous que le rendre public, ça pourrait porter à la réputation, à l'intégrité des différents individus? Je me prononcerai pas à ce sujet-là. Je vais laisser la politique se faire et je me prononcerai par après. Mais il semble, selon ce qui a été dit lors du dépôt du projet de loi là, au Parlement, que ça donne pas grand-chose de le rendre public. On pourrait dire ça, mais il y a des criminologues qui pourraient répondre à cette question-là. Et je suis certaine que mes clients ne voudraient pas que ces informations-là demeurent publiques. On veut pas du Clairement. lynchage public. Ça reste, mais en même temps, je comprends de l'autre côté la société qui veut savoir, hein, est-ce que Oui. mon voisin, c'est un pédophile ou pas? Ouais. On Mais veut moi, le savoir, on veut protéger nos enfants. Alors, je comprends le gouvernement du Québec de son souci de vouloir protéger la société, puis surtout de prévenir. Peut-être que le fait que le nom de quelqu'un soit rendu public va faire en sorte que ça va être dissuasif de commettre une infraction. il y a souvent ce que je vais dire, c'est aux femmes, en tout cas, qui rencontrent des nouvelles personnes, d'aller sur Sokige. Oui. Oui, rentrer les noms des personnes avec qui vous voulez transiger, puis il y a beaucoup d'informations là-bas. Tu n'as pas toute l'information, mais déjà, si tu retrouves le nom d'une personne là, tu au moins tu as une petite idée à qui tu as affaire comme Tout à tel. Là. fait. Ce qui joue d'aller sur le plumitif, de voir si la personne a déjà des antécédents. Puis c'est ça que le projet de loi veut éviter, c'est de permettre à ces femmes-là d'avoir accès si jamais la personne est violente dans son passé. Puis on l'a vu avec certains féminicides, c'est important de vérifier le passé criminel des hommes ou des femmes qu'on fréquente. Dans le chat, Antoine, on pose la question, peux-tu répéter le numéro de téléphone de l'aide juridique? Oui, Donc, tout si à vous fait. faites arrêter puis vous connaissez pas de numéro de téléphone, 514 avocate, c'est un bon numéro. Sinon, vous pouvez appeler, c'est quoi le numéro? Vous pouvez appeler le 1-800-842-2213 Répète-le donc, voir. ouais. 1-800-842-2213 pour rejoindre l'aide juridique en cas d'arrestation. Que vous soyez éligible ou non, je me répète, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone, on va vous donner les consignes de base. Puis après ça va vous donner l'opportunité là, d'aller chercher un procureur là, en qui vous avez confiance. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commentaires, mais après la diffusion, je pourrais essayer d'aller répondre à certaines questions si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez des précisions ou besoin de numéro de téléphone, là, j'irai l'écrire en commentaire. Il y a une question qui revient beaucoup pour vous, Maître Couture. Où est-ce qu'on peut acheter votre livre et où est-ce qu'on Oui! peut trouver votre livre? C'est une question qui est revenue au début. Là, je Tout à trouvais ça fait. pertinent de... Écoutez, il est disponible sur Amazon, disponible, livré rapidement. J'en ai quelques copies à mon bureau également. Excellent. Donc, très, très pertinent, facile à lire, simple. Donc, ça vous donne l'information de base là, si vous vous retrouvez dans une situation que vous voulez certainement pas être. Donc, on choisit pas ça. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. J'ai une question ici de Max qui dit, est-ce qu'il y a des dossiers criminels qui n'est pas possible d'avoir un pardon? Oui, certains crimes sexuels où il est impossible, mais par contre, il y a déjà, avec des bonnes explications, où la Commission des libérations canadiennes pourrait quand même faire une exception et donner le pardon. C'est toujours encore des cas par cas, mais dans la loi, il est prévu spécifiquement qu'il y a des cas où on ne pourra pas
avoir un pardon, là. Vous avez accès là, sur les sites en ligne, là, les exceptions sont là. Mais c'est pas tous les crimes. C'est souvent des crimes graves Ouais. où le pardon ne sera pas toléré, surtout là, en matière de crimes contre les enfants. Peux-tu, Antoine, le monde me demande comment ça s'écrit, Sokige? Oui, ça s'écrit S-O-Q-U-I-J. Exact. exactement. S-O-Q-U-I-J, Sokige. Société québécoise d'information juridique. Très, très bien faite. Il y a là, les gens m'appellent, disent non, faut que tu payes. Non, il y a une section qui s'appelle Trouver une décision, puis c'est gratuit. Et quand les gens disent j'ai bénéficié d'un 810, Oui. c'est important C'est de quoi un voir ça. 810, Un justement? 810, c'est une interdiction de communiquer avec la personne plaignante, la personne victime. On va reconnaître en cours que la personne a eu des raisons de crainte pour sa sécurité. Alors, en reconnaissant ces faits-là, hein, on n'admet pas notre culpabilité, mais on admet que la personne a eu peur. À ce moment-là, on s'engage pendant 1 an à ne pas communiquer avec elle ou se trouver à son lieu de résidence. Et je pense même que ça se fait maintenant au civil, où on peut aller au civil à ce moment-là demander un interdit de contact. Quand on craint pour notre sécurité, on peut faire la demande, même s'il n'y a pas de geste au niveau d'une menace de mort, harcèlement criminel ou des voies de fait. On pense au contrôle coercitif là, qui va être criminalisé. À ce moment-là, si vous craignez pour votre sécurité à cause d'un événement majeur, qui fait en sorte que ça vous a donné peur, vous pouvez demander une ordonnance en vertu d'un article 810. Et souvent, après le processus judiciaire, les dossiers peuvent se terminer aussi avec l'accord du procureur par l'obtention d'un 810 où la personne va s'engager sans reconnaître sa culpabilité à ne pas communiquer avec la personne pendant 1 an. Mais est-ce que c'est respecté? Certains diront que quelqu'un qui veut communiquer avec vous va communiquer avec vous. Est-ce que le 810 ça va vous protéger? Peut-être pas nécessairement, c'est ce que les corps policiers vont vous dire, mais quand même, vous l'avez, puis à ce moment-là, s'il y a un bris de condition, ben les policiers pourront le réarrêter. Parce qu'il y a une question qui a été posée un petit peu plus tôt dans le chat que je trouvais vraiment intéressante. C'était par rapport au harcèlement au travail, justement, qui pouvait potentiellement mener à une dépression ou qu'un quelconque état mental plus vulnérable. On se demande en fait si c'est du droit criminel et justement, moi, je me demande, est-ce que le 810 pourrait être applicable dans ces situations-là? Quand on craint pour notre sécurité, et c'est sûr que moi, je suis pas spécialisée en droit du Ça, travail. c'est Manu Chamois, ça. Oui, OK. c'est ça. Mais toute situation qui est invivable pour vous, dénoncez-la à qui de droit. Hein, ça peut être à son employeur. L'employeur a des obligations maintenant. Oui. C'est rendu codifié. Il faut respecter nos employés. Il faut les protéger également. Puis la police aussi, hein, c'est un service public. Vous devez appeler la police, prendre des renseignements ou appeler un avocat puis se renseigner. L'information va être là. Il y a les services d'aide également, la CAVAC, les numéros, par exemple, Oui. au niveau de la violence conjugale. Informez-vous. Quand on a un problème, c'est de s'informer. Peu importe le domaine, c'est de s'informer où vous avez besoin d'aide. Informez-vous à cet endroit-là et les gens vont vous donner l'information pertinente. Julie, moi, je fais beaucoup de victimes d'actes criminels, Oui. mais pas au niveau criminel, mais plutôt pour les aider avec l'indemnisation, le soutien psychologique. Puis là, il y a une nouvelle mode chez les femmes qui me préoccupe beaucoup. Ce qu'ils vont dire, c'est que moi, je vais demander un 810 là, pour justement le conjoint. Et lui aussi, en fait, il va faire une dénonciation aussi à la police, comme une plainte croisée. Ouais. Ça fait en sorte que lui, il a accès à mon adresse. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça C'est a de l'allure, toujours ce que je te possible dis? de protéger, oui, tout à fait, parce que quand on est accusé au criminel, l'adresse est publique. Fait que- L'adresse de l'accusé est publique, la victime est protégée. Mais donc, la femme qui va faire une plainte auprès de la police, On en il a va eu avoir, plein au oui, bureau. ils Puis vont faire une plainte croisée. Donc, les femmes me disent, en bout de ligne, Oui. mon ex a accès à mon adresse. il y a moyen d'éviter ça. Oui, Il y a moyen d'éviter ça, mais il faut vraiment y aller du cas par cas, puis être très prudent et aviser les autorités, les procureurs pour s'assurer que l'adresse soit confidentielle. Mais si c'est le cas, si vous craignez pour votre sécurité, je vous dirais toujours d'appeler au numéro au niveau de la violence conjugale qu'on peut mettre dans le chat également pour s'informer. Il y a plusieurs organismes également, Rebâtir, oui, qui donnent Rebâtir. de l'aide. Mais quand on est victime, puis qu'on appelle partout et qu'on n'a pas de réponse parce que les délais sont longs puis la demande est forte, à ce moment-là, c'est toujours de penser, tu sais, d'utiliser son gros bon sens. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Bien, c'est sûr que de bloquer l'agresseur, c'est sûr de porter plainte, c'est toujours la meilleure façon. Puis souvent, les personnes vont attendre longtemps. Puis là, à un moment donné, ils appellent quand ils sont plus capables, mais appelez, protégez-vous dès maintenant parce que ces gens-là
vont pas nécessairement changer tant qu'il n'y aura pas d'arrestation. Non, c'est sûr. Pour le numéro de SOS violence conjugale, on parle du 1-800-363-9010 Oui, qui va être possible pour rejoindre tout à dans ces fait. Et si situations-là. vous pensez que vous êtes dans une situation, puis peut-être même pas, mais vous le savez pas, si vous le savez pas, appelez pour le savoir, c'est important. Dans le chat, si vous êtes encore là, il vous reste encore une dizaine de minutes pour venir poser vos questions. L'heure, elle va quand même assez rapidement, donc n'hésitez pas. Antoine, il vérifie, puis si vous avez des questions pertinentes, on les pose sans souci. Euh, une autre des questions, justement, avec M. Imbeau, qu'on en a parlé la semaine passée, là, des victimes d'actes criminels. Dis-moi donc, Julie, quand justement une personne est accusée de violence conjugale ou à caractère sexuel, est-ce qu'il y a une amende à payer? Puis quand il y a des amendes, est-ce que ils vont où ces amendes-là? Même moi, je ne le sais pas. Il s'en va au profit du procureur général. À ce moment-là, les amendes sont retournées, là, si on veut, au processus judiciaire. Et il y a de la suramende qui peut aller à ce moment-là au centre de victimes d'actes criminels qu'on a dans tous nos palais de justice Ouais, le pour CAVAC, il y en a un aider dans chacun. exactement à distribuer cet argent-là pour soutenir et aider les victimes en allant chercher de l'aide spécifique, en ayant des rémunérations s'ils sont en perte d'autonomie ou perte de salaire ou quoi que ce soit. Mais ça va pas à la victime directement. Bien, il doit faire chaque demande est faite au niveau de la CAVAC. Là, on parle de la loi, c'est plus L'indemnisation des victimes d'actes criminels, moi, c'est exactement. parce qu'elle est limitée à 3 ans là, de Elle est prestations. limitée à 3 ans. Fait que tu peux poursuivre ton agresseur devant les tribunaux civils, Oui, mais poursuivre un avec agresseur un délai de 3 avec ans t'as plus de délai maintenant de violence conjugale ou inceste, là. à vérifier. Oui, c'est ça. Mais la question, c'est des démarches pour la victime. Fait qu'on, comme projet, puis je me demande qu'est-ce que tu en penses. On est en train de discuter avec M. Imbeau. Est-ce que les personnes, justement, qui sont accusées ou déclarées coupables, parce qu'accusées non, mais déclarées coupables de violence conjugale, Pourrait avoir un dédommagement à la oui, victime. C'est là, prévu au code criminel. directement. Oui, et ça pourrait dédommagement à la victime. Mais Ouais. là, c'est pas prévu. C'est prévu, c'est du cas par cas, c'est de la négociation avec le procureur. C'est de voir là, à ce moment-là si la personne est condamnée, elle pourrait être appelée à dédommager. Mais ça se fait pas automatiquement. Ça se fait pas automatiquement, non. Non, c'est ça. Fait que donc, c'est ce que je me dis. Il faudrait quasiment que ça devienne un peu obligatoire sur le. À la base, ce que la plupart des victimes veulent, c'est un plaidoyer de culpabilité. Je veux qu'ils reconnaissent Ouais. sa culpabilité. Souvent, je veux une excuse. Moi, c'est ce que j'entends souvent. Aussi, tout à fait. Alors, nous, comme avocats criminalistes, c'est sûr que la plupart des accusés qui vont vouloir faire un procès ne vont pas reconnaître leur culpabilité, vont vouloir offrir une version contradictoire. Puis là, à ce moment-là, ça va amener un débat. Alors, souvent, ce qu'on veut, c'est une reconnaissance de culpabilité de la part de l'accusé, ainsi qu'une interdiction de contact pour protéger la victime ou une privation de liberté si l'homme est dangereux. Alors, c'est toujours un souci de protection. Puis là, à ce moment-là, le dédommagement se fait plus au niveau de la CAVAC, la LIVAC. Et si à ce moment-là, il y a des montants importants, ça peut être dédommagé. Par exemple, il a brisé mes lunettes, on pourra avoir une ordonnance de dédommagement, effectivement. Mais il y a toujours le recours civil si on pense avoir été soumis à des problèmes plus graves. On peut même s'inscrire au justicier pour des litiges de moins de 5 000 On Oui. va trancher pour vous. Puis on va peut-être lui donner une petite leçon en même temps. Donc, on se demandait dans le chat également, est-ce que c'est possible d'avoir. Donc, c'est possible, en fait, d'avoir des dommages-intérêts dans le cas qu'on est capable de prouver les Dommages et intérêts si on fait un recours au au civil. civil, ouais. Mais souvent, Pour violence conjugale. la personne, elle en a par-dessus la tête. Là, fait que c'est beaucoup de Je pense pas à démarches. Fait que ça. souvent, elle veut, Ouais. elle veut se protéger, Ok. puis elle veut protéger aussi ses enfants. Alors, c'est beaucoup de démarches, beaucoup d'étapes. Faut pas oublier que il y a la direction de la protection de la jeunesse également qui peut intervenir s'il y a des enfants. L'aide au niveau de la DPJ, on l'oublie souvent. Des fois, on Ouais. pense qu'elle est contre nous, mais elle est là pour protéger les enfants. Puis on voit de plus en plus de cas au niveau de la DPJ également qui vont se soucier plus des cas où les enfants et les femmes là, sont victimes de violences conjugales. Tu fais-tu de la DPJ à ton On en bureau? fait à mon bureau. Il y a une avocate Oui. excellente qui fait des recours, qui protège les familles, mais souvent, on va représenter soit le père, la mère ou les enfants. On ne peut pas représenter toute la famille. Non, c'est clair. Exactement. On se demande dans le chat, est-ce que le policier qui serait témoin d'une violence conjugale pourrait pourrait poursuivre, en fait, à ce niveau-là? Maintenant, le processus, c'est qu'ils peuvent arrêter sans déclaration. Pour avoir un arrêt de contact, ils vont arrêter, même si la victime ne veut pas faire de déclaration, on en voit de plus en plus. Et souvent, les policiers peuvent être témoins à ce moment-là du crime, puis à ce moment-là, eux-mêmes peuvent être témoins, bien entendu.
J'ai une question ici de Cassandra qui dit: Est-ce que c'est possible de revenir après quelques années sur une agression armée, taser et séquelles permanentes? Donc, tu sais, souvent, est-ce que j'ai été arrêtée sans vraiment motif? C'est une erreur sur la personne? Je me suis fait mal au bras, à l'épaule, etc. Est-ce que c'est possible de Une poursuivre? consultation avec un avocat est toujours envisageable, puis c'est du cas par cas. L'avocat va vous conseiller si oui ou non, il y a matière. Vous avez un préjudice à ce moment-là, là, c'est plus une lésion corporelle. Si c'est une infraction criminelle, vous pouvez porter plainte à la police. Vous n'avez pas de délai pour porter plainte, mais ça se peut que si ça fait longtemps, puis qu'il n'y a plus de preuves, puis que votre témoignage n'est pas solide, comme on dit, probablement que le policier va prendre la plainte, mais peut-être que ça va être refusé au niveau du procureur. Il faut que le procureur s'assure là, que le dossier soit complet pour pouvoir entamer des arrestations puis des accusations. Fait que moi, si j'ai été arrêtée par accident, puis là, on me maltraite un petit peu là, parce que je veux, mais là, arrêter, puis je me fais mal. Donc, en principe, je me suis fait arrêter de bonne foi. Ils pensaient vraiment que j'avais fait une infraction. Je pourrais pas vraiment les poursuivre pour douleur. C'est du cas par C'est du cas à cas ce par moment-là. cas? Il y a OK. toujours des recours en déontologie policière contre le policier s'il enfreint son code de déontologie, mais il y a également aussi des poursuites civiles si vous avez eu des blessures par une faute commise par un des policiers ou policières, par exemple. Ici, j'ai une question de Julie Fraisinette qui dit: violence physique, psychologique, greffe osseuse, la vertèbre, moi qui le reconnaissait. Donc, je ne sais pas si c'est suite à une altercation avec un policier ou plutôt avec une personne, un individu. Mais lorsque vous êtes blessé, justement, suite à une victime d'acte criminel, ben, je vous le rappelle là, que la loi indemnisant les victimes d'actes criminels, là, que vous pouvez faire une réclamation sur ce point-là. Mais c'est toujours une question de preuve. Hein, vous le voyez dans Non, un l'émission. ex, ça me dit. Donc, c'est Un effectivement ex. ouais, victime d'acte criminel. Alors, si c'est victime d'acte criminel puis vous avez des lésions, vous avez un recours au civil pour aller avoir un dédommagement au niveau des dommages que vous avez vécus. Vous pouvez poursuivre au civil s'il y a une faute. À ce moment-ci, la faute étant le crime, ça va être plus facile à prouver, surtout s'il y a une reconnaissance de culpabilité. Puis on parle au niveau des petites créances d'un montant de 15 000 et moins. Ouais. Hein, au justicier, on vous accorde jusqu'à 5 000 et c'est la production qui paye. Par contre, au niveau si c'est un montant plus substantif, parce que ça prend des preuves d'expertise ou quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est les recours en Cour du Québec, Cour supérieure. Fait que quand on va au justicier, qu'on soit déclaré coupable ou non, c'est la production qui paye. C'est ça. Là, c'est plus au niveau civil. Il n'y a pas de coupable non, ou non, non, mais c'est ça, c'est au oui. niveau qu'on accueille votre réclamation. Oui, effectivement. Mais vous devez nous convaincre 2 sur 3. Ah, c'est ta majorité, Oui, hein? tout à fait. Ça va nous faire plaisir, en tout cas, de vous entendre. En tout cas, dans le chat, là, j'ai beaucoup de voir. Merci pour les infos. C'est super Oh, intéressant. Merci, Julie. Vraiment, là, très, très interactif ce soir. Des belles questions. T'avais une question, Antoine? Oui, en fait, dans un autre domaine, dans le cas où oui, ça fait, ça touche un peu votre domaine aussi, Oui. Maître Mongeon. Au niveau du droit du travail, on se questionne en fait s'il est possible il est possible en fait de faire une plainte à l'employeur en criminel pour une négligence qui a mené à la mort d'un individu. Ça provient d'une maman qui a perdu son fils. Ah, Oui. mes sympathies. Oui, donc ce qui se passe, c'est qu'en principe, c'est un sans égard à la faute, c'est un no fault. Donc, on dit effectivement que si, par exemple, je suis au travail, puis c'est accidentel, c'est la CNSST qui va couvrir l'indemnité de décès. Puis en principe, on ne peut pas poursuivre notre employeur comme tel devant les tribunaux civils. Non, parce que c'est un sans égard à la faute, un peu Même comme l'accident chose. d'auto. Ouais, OK. Exactement, même Ouais. chose. Le seul temps qu'on peut effectivement avoir une poursuite au niveau criminel, c'est justement le policier qui fait enquête, puis il va avoir une plainte de négligence, mais il faut que ce soit une négligence grossière, sinon ça va être considéré comme un accident. Donc, si, advenant le cas, pour juste poursuivre votre raisonnement, ça veut dire que dans le cas d'un post-traumatique qui est découvert suite à l'accident, suite à toute l'histoire du procès, s'il y a une blessure XY, est-ce que l'individu peut demander une réclamation pour un post-traumatique qui a un lien avec une blessure qu'il a subie? Bien, tu peux faire des réclamations, mais tu n'auras pas d'argent supplémentaire. Tu sais, par exemple, on travaille ensemble, OK? Donc, là, tu fais des attouchements, de la violence sexuelle. À ce moment-là, moi, ça m'empêche de travailler. Je vais dénoncer à mon employeur. Je vais faire une réclamation à la CNSST qui va m'indemniser mon salaire, traitement, etc. Mais je ne peux pas te demander vraiment, vraiment de l'argent. Toutefois, je peux aller faire une plainte à la police et là, tu vas être accusé au criminel. Donc, il va y avoir deux procès simultanément, Un complètement procès, parallèles. ben, dans le fond, une réclamation administrative OK. et aussi un dossier criminel. Puis ce ne sera pas fait sur la même instance, ça va être vraiment Non, séparé. ça va être des instances totalement différentes. là. D'accord.
Donc, Julie, on arrive vers la fin un peu de l'émission. Moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est quoi justement, à cause de ton livre, soit ton propre avocat, c'est quoi les conseils de base là, que une personne doit connaître qui, malheureusement, fait face à un accident de parcours, là, disons. Là. Parce que, tu sais, des fois, on est à une mauvaise place au mauvais moment. On est dehors, il y a une altercation, on s'en mêle, puis il arrive des choses. Comment qu'on peut se protéger? Puis qu'est-ce qu'on doit faire? Là? Ben, c'est sûr que, il y a de plus en plus de caméras partout. On est, on est, plus facile les moyens d'enquête sont plus faciles, on peut dire ça comme ça. Alors c'est sûr qu'il faut respecter la loi, il faut éviter de commettre des infractions et si on en commet, parce qu'on a un problème quelconque, ben il faut, voir c'est quoi le problème, d'aller chercher de l'aide spécifique. Et si on est, innocent, puis on présume qu'on est accusé à tort, vous avez droit à une défense pleine et entière. La présomption d'innocence existe, vous avez droit à l'avocat, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de donner votre version des faits et c'est important de se défendre si vous avez commis quelqu'un vous accuse d'un crime que vous n'avez pas commis, vous devez vous défendre. En tout cas, je vous le recommande et d'éviter un plaidoyer culpabilité. Par contre, si vous avez commis l'infraction, vous pouvez à ce moment-là aller chercher des facteurs atténuants sur les facteurs aggravants qui vont être aux circonstances de votre arrestation et travailler sur votre sentence pour aller chercher la moins grande sentence ou en tout cas aller chercher un petit peu plus là, de remords ou de réhabilitation au niveau de votre sentence pour démontrer au juge que vous avez travaillé sur vous puis que c'est comme vous l'avez dit tantôt, Maître Mongeon, une erreur de parcours. Ouais. Vous pouvez à ce moment-là amoindrir la sentence. Ce ne sera pas dans tous les cas. Des fois, vous n'allez pas avoir le choix. Mais c'est sûr que c'est d'éviter puis de prévenir, fait que d'éviter de commettre des infractions criminelles pour éviter de se retrouver devant les tribunaux. Parce que des fois, on va souvent nous offrir des plaidoyers de culpabilité, mais moindre. Tout à fait. Mais c'est tentant pour éviter un procès, mais parfois, après ça, on se retrouve avec un dossier alors que si on allait justement à procès, on pourrait être acquitté. Il y a toujours un risque d'être acquitté. Il y a toujours un risque d'être trouvé coupable. Puis souvent, le matin du procès, il n'y a personne qui veut perdre. Alors, à ce moment-là, on va négocier une sentence ou un alternatif au règlement, par exemple, comme je vous le disais, par un 810, par une lettre d'excuse, par une donation. On va trouver un moyen d'éviter un procès. Il y a de plus en plus de recours aux facilitations, aux conférences de gestion pour éviter qu'on tienne un procès. C'est toujours mieux de s'entendre. Alors, à ce moment-là, c'est de travailler chacun de leur côté pour trouver la meilleure solution possible pour plaire à tout le monde parce que, dans le fond, le processus judiciaire, c'est qu'on veut que justice soit rendue de part et d'autre, puis que les gens qui méritent une sentence en aient une, puis ceux qui n'ont rien fait, bien, qui puissent encore bénéficier du doute raisonnable. T'aimes encore ça, ce que tu fais? Bien oui, certainement, puis je vais continuer à le faire encore très longtemps. Puis ça t'empêche pas, justement, tu sais, t'as-tu déjà représenté des gens que tu savais coupables, mais puis justement, c'est une question qui revient tout le temps. Comment tu fais pour représenter quelqu'un que tu penses Ça, qui est c'est la coupable? question qu'on me pose depuis La question plusieurs qui tue. années. La question qui tue. Ben écoutez, je pense que comme ceux qui me connaissent savent que je suis une femme de cœur, je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. La réhabilitation, la réinsertion sociale, c'est important. Je pense que la prison, c'est pas nécessairement la solution, à moins que la personne soit dangereuse pour le public. Il faut l'isoler pour se protéger. Mais je pense que on a un bon système judiciaire. Je suis contente d'en faire partie. Je suis contente de continuer à vulgariser, de le simplifier, puis de permettre aux gens de pouvoir se défendre à moindre coût parce que ça coûte cher quand même d'avoir un avocat, mais sachez une chose, c'est que c'est beaucoup de travail. On y met tout notre cœur. Puis souvent, là, on passe des heures, puis même des nuits. Puis on travaille même dans la douche à savoir là, comment je vais travailler tel dossier. Puis on fait jamais ça contre les victimes, même si on est avocate criminaliste. On a beaucoup de compassion, d'empathie, puis on veut s'assurer à ce moment-là que le processus judiciaire soit respecté. Je le dis souvent, je vais faire mon travail avec compétence. Le procureur de la Couronne va faire sa job avec compétence et le juge, ici, M. Daou, son père et juge à la Cour du Québec, va également faire son travail avec compétence. Fait que c'est juste d'éviter de se ramasser là, c'est sûr, mais des fois, on n'a pas le choix. Puis quand il faut y aller, ben, il faut faire face au système. Puis toi, Antoine, toi qui aimais le droit pénal, là, tu viens de passer 1 heure avec Maître Couture. Est-ce que ça te passionne encore? C'est-tu quelque chose que tu veux faire encore? Ça t'a-tu peut-être refroidi? C'est-tu quelque chose que t'aimes? Ou... Non, honnêtement, ça m'a encore plus donné le goût de rentrer dans la cause, de rentrer à ce niveau-là, de tous les sens. En fait, j'ai tellement trouvé ça intéressant de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer de plein de questions d'ailleurs qui nous sont provenues du chat, puis
que moi-même je me posais. Donc, j'ai beaucoup appris ce soir, puis vraiment reconnaissant d'avoir pu discuter avec vous deux. Ben, Merci. merci. Ben, Donc, merci à vous. merci, Julie Couture, d'être venue discuter de ton droit, partager ta passion. Et si vous voulez en connaître un peu plus, son livre, Sois ton propre avocat, est disponible. Tous les profits vont à la maison Claire, Ariane, la À- maison d'Ariane. à la maison d'Ariane Ouais. pour les victimes de violences conjugales et leurs enfants. Tout à fait. Puis comme on est à Balado juridique Cube Radio, vous pouvez encore aller lire mes petits articles que j'ai écrits là, comme l'avocat du journal, sont encore disponibles au Journal de Montréal. Donc, merci à toi, Julie Couture. Merci, Antoine Daou, jeune étudiant en droit, la relève qui est ici aujourd'hui. C'est par la jeunesse qu'on garantit que les gens sont bien représentés là, pour le reste de leur vie, en espérant. Merci. Tout à Donc, fait. pour ceux qui sont dans le chat, merci beaucoup à la communauté TikTok qui a été très active aujourd'hui, qui a posé beaucoup de questions très instructives. C'était vraiment agréable. Merci à ceux qui écoutent justement C'est ton droit. Donc, si vous avez manqué cet épisode-ci ou d'autres épisodes, ils sont en rappel justement sur le Cube, toutes les plateformes Cube, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et également sur le site internet c'esttondroit.ca. Donc, c'est le balado interactif à chaque lundi. On est en direct sur la plateforme TikTok. Sinon, comme je viens de vous dire, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes. Donc, merci beaucoup d'être toujours aussi présent, aussi intéressé et vouloir comprendre c'est quoi ton droit. À la semaine prochaine où on reçoit Mme Josée Kéry, qui est une ancienne policière de la Gendarmerie royale canadienne, qui a souffert d'un stress post-traumatique, donc elle a écrit un livre Flashback. Par la suite, elle s'est fait prescrire de la médication, donc la médication Abilify, qui a créé des troubles obsessifs compulsifs. Et il y a eu un recours collectif qui indemnise les personnes qui ont pris ce genre de médication-là. Donc, on va parler du dossier de Mme Curie et également tous les dossiers d'action collective qui sont très, très chauds au Québec en ce moment, afin de vérifier s'il n'y en a pas un qui s'adresse à vous. Donc, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine au Balado juridique interactif. C'est ton droit. C'est ton droit vous est présenté par 1-855 Maître. Vos intérêts défendus d'une main de maître.